Bonjour, il semblerait que on commence maintenant. J'espère que tout le monde a pu arriver et que c'est pas par hasard que vous êtes rentrés dans cette salle puisque nous allons parler du vivant. Il est encore temps de sortir à cette perspective. Je voulais vous dresser une fresque de la présence du hasard dans le vivant avec cette question obnubilante de savoir est-ce que finalement ce que nous observons autour de nous est le produit du hasard ? Souvent les créationnistes nous racontent l'histoire de la chambre rangée. Une petite fille qui part à l'école sans avoir rangé sa chambre, et puis quand elle revient, elle ouvre la porte de sa chambre et sa chambre est complètement rangée. Alors elle va remercier sa mère d'avoir rangé la chambre, et sa mère dit non, je ne suis pas rentrée dans la chambre. Et toutes deux finissent par se dire, ah ben voilà, il y a eu beaucoup de vent, et par hasard, le vent a rangé la chambre. Et les créationnistes racontent cette histoire absolument invraisemblable en disant regardez le monde autour de nous, regardez comme il est bien fait, les fleurs sont pollinisées, la pression sanguine est régulée. Bon, il y a quand même des années où les fleurs ne sont pas pollinisées et il y a des fois où la pression sanguine part en vrille. Enfin bon, tout ça, ça ne peut pas être dû au hasard. Ou alors, eh bien, je vais vous dire, le hasard, en fait, il est quand même omniprésent, et c'est ce que je vais essayer de vous décrire avant de revenir à la question, finalement, quel est son rôle ? Et est-ce que vraiment une chambre peut être rangée par hasard ? Est-ce que vraiment la biosphère que nous observons autour de nous est le produit du hasard ? Alors, d'un côté, oui. Oui, le hasard, il est présent au cœur du vivant. Et il est présent de plein de façons. La toute première, c'est la mutation. Nous sommes tous des mutants. Nos gènes sont capables au cours du temps de changer légèrement et de donner des variations d'eux-mêmes, des petites déclinaisons d'eux-mêmes qui sont soit qui font la même chose que l'état ancien, mais qui des fois font autre chose. Alors par exemple, une cinquième patte qui pousse au milieu du front, et là évidemment, bon, c'est pas terrible. D'autres fois, ils font simplement mieux la fonction qui est celle habituelle de ce gène. Par exemple, ils vous permettent, quand vous vivez en altitude, d'être capable de capturer mieux l'oxygène de l'air. Et là, si vous vivez en altitude, c'est une bonne chose, parce qu'en altitude, on manque d'oxygène. Alors, ces mutations, on sait aujourd'hui qu'elles sont vraiment dues au hasard, parce qu'il y a des gens qui se sont posés la question de savoir si les mutations n'apparaissaient pas au moment où on en a besoin. Et ça, on le doit à Luria et Delbrück. Alors, c'est deux inconnus, souvent des manuels de biologie, et c'est bien dommage, parce qu'ils ont fait la chose suivante. Ils ont pris des bactéries, ils ont pris une bactérie qu'ils ont laissé grandir. Alors ça donnait un tas de bactéries qu'ils ont divisées en plusieurs sous-tas, qu'ils ont laissé grandir, qu'ils ont divisées en plusieurs sous-tas. Et ils ont obtenu donc une série de groupes, de populations de bactéries, d'accord, toutes issues de la même cellule, et ils ont balancé dessus un virus qui les tue. Vous connaissez l'histoire des virus qui tuent leur proie. Bon, chez les bactéries, c'est assez saignant. Et on sait très bien que des fois, certaines bactéries, à cause de mutations, deviennent résistantes à ces virus. Et donc, si les mutations apparaissent au hasard, il s'en est passé tout le temps depuis la première cellule. Donc à un moment, il y a toute une population qui a dérivé à partir d'une cellule qui était devenue résistante, qui avait acquis la mutation qui lui permettait de résister au virus. Et donc, il y a des populations dans lesquelles il ne doit y avoir que des résistants. Alors qu'il y a d'autres populations où il n'y a pas de résistants, d'autres populations où la mutation vient de se produire dans une des cellules, et là, il y en aura une de résistante au virus, mais pas les autres. Bref, d'un tube à l'autre, d'une population à l'autre, ça ne doit pas être la même quantité de bactéries qui survivent. Par contre, si la mutation se produit parce que le virus est là, alors il y en aura autant de mutants résistants dans tous les tubes. Ça ne fait pas un pli. Il y a des tubes où tout le monde meurt, des tubes où il y en a un qui survit, des tubes où tout le monde survit. Les mutations se produisent perpétuellement au cours du temps. Et ce n'est pas le fait qu'elles servent éventuellement à quelque chose qui les produit. On le verra, le fait qu'elles servent à quelque chose, c'est ce qui les retient, mais pas ce qui les produit. Donc la diversité biologique qui s'accumule autour de nous, elle est le produit de mutations. Et ces mutations sont dues au hasard. Bon. Mais il y a un autre hasard. Et c'est le premier hasard des associations. C'est le hasard de l'assortiment de formes de gènes, finalement de mutations, puisque à un moment ou à un autre, tous les gènes qu'on contient, ils sont venus d'une mutation qui s'est produite. C'est l'assortiment des gènes que chacun de nous porte. Regardez votre voisin. Regardez les deux personnes qui viennent de rentrer, elles ne sont pas pareilles. Ils ne sont pas pareils du tout.
Elles ne sont pas pareilles du tout. Alors je ne pense pas ce soient deux frères, mais vous allez nous confirmer, vous avez un lien de parenté ou pas? Le père et la fille, bon, regardez, ils ne sont vraiment pas pareils. Alors, et c'est pas que la couleur des cheveux. Alors, monsieur, je n'ai rien supposé à propos de votre parenté, hein, au contraire. On va supposer que vous êtes vraiment le père et ça va nous aider à approcher l'idée que nous sommes tous une combinaison d'une poignée de gènes de la mère et d'une poignée de gènes du père. C'est-à-dire que nous avons chacun 2 copies de chaque gène. Quand nous faisons un enfant, nous lui transmettons des gènes. Mais si jamais on lui transmettait tous nos gènes, alors il aurait 4 copies, 2 de la mère, 2 du père. Ça ne marche pas. Quand nous préparons un spermatozoïde, quand nous préparons un ovule pour les femmes, eh bien, nous prenons, et un peu aléatoirement, par une sorte de tirage au sort, nous prenons un gène, une copie de chaque gène dans chaque parent. Et l'enfant reçoit 2 copies de chaque gène, une de la mère parmi les 2 que la mère a, une du père parmi les 2 que le père a. Et ça se fait un peu aléatoirement à 2 niveaux. Un premier niveau aléatoire, c'est quand je prépare mon spermatozoïde ou quand vous préparez vos ovules, eh bien, vous faites à chaque fois un tirage qui ne va pas être le même quand vous allez refaire le suivant. Et puis après, quand on mélange le spermatozoïde et l'ovule, il y a encore une association au hasard. C'est-à-dire qu'on va réunir 2 produits de tirage aléatoire ensemble. Alors, les férus de biologie me diront que le tirage n'est pas tout à fait aléatoire et que les probabilités de tirage de gènes liés génétiquement ne sont pas indépendantes. Ouais, bon, mais enfin, n'empêche, quand même, les enfants ne ressemblent pas à leurs parents et ne ressemblent pas non plus à leurs frères et sœurs. Bah oui, nous sommes chacun une combinaison unique. Et d'ailleurs, là encore, on retrouve l'idée que cette combinaison peut marcher ou pas. On n'est pas tous égaux et on connaît tous des couples où les parents sont en très bonne forme et il y a un gamin qui n'a pas de chance avec une maladie génétique, par exemple. Inversement, on connaît des couples tarés qui engendrent des étudiants qui finissent dans des grandes écoles. Bon, tout est permis. Tout est permis. Alors ça, c'est une grande loi d'égalité et en ce sens, tous les hommes naissent libres et égaux. Alors, ils ne naissent pas égaux, mais tous les potentiels leur sont permis, quels que soient leurs parents. Ça, c'est important. Et on est libre, finalement, d'être différent de ses parents et de ne pas forcément voir peser sur nous le poids de leurs gènes. Bon. C'est vrai pour énormément d'espèces où, à chaque fois qu'un nouvel individu est produit, il est un assortiment au hasard de tout un tas de propriétés de ses parents, pour redire les choses plus simplement, sélectionné au hasard. Et puis, cet individu, après, il sera plus ou moins en bonne santé, plus ou moins capable de se reproduire. C'est une autre histoire à laquelle je viendrai après. Donc, vous voyez que le hasard crée de la diversité et il la combine en chacun d'entre nous. La 3e étape, c'est que le hasard peut faire passer un mauvais moment, même aux meilleurs d'entre nous êtres vivants. Alors, dans le livre qui est paru à l'occasion de ce colloque, je raconte l'histoire rêvée, en tout cas pas réelle, d'une grenouille, d'une super grenouille, qui a des gènes qui lui permettent de se reproduire, mais alors comme jamais grenouille ne s'est reproduit sur Terre. Et cette grenouille, explorant les alentours de la mare, arrive sur une surface adorablement lisse et chaude, ce qui pour un animal à sang-froid c'est du bitume en fait qui a chauffé au soleil. Et là, elle est écrasée sous une roue. Bon, le fait qu'elle ait rencontré cette roue, c'est le hasard. Mais le résultat de ça, c'est que quelle qu'ait été la qualité génétique, la chance qu'elle a eue dans le tirage au sort des gènes de ses parents, cette grenouille, elle est morte. Et tous les espoirs qu'elle portait, toutes les réussites potentielles qu'elle incarnait sont terminées. Si cette grenouille était la seule fille de ses parents, c'est fini. Si elle a beaucoup de frères et sœurs, il est possible qu'il y en ait un ou deux qui contiennent aussi des combinaisons bonnes à très favorables. Et là, je suis en train de vous introduire quelque chose qui est très important en biologie. Quand les populations sont petites, de génération en génération, on risque de perdre de la diversité. Ça, c'est quelque chose de très important. D'abord, c'est important par rapport à l'actualité, puis c'est aussi un mécanisme d'évolution important. Ce mécanisme s'appelle la dérive. Bien, imaginons que ma femme soit porteuse d'un super gène, on fait un enfant, il a une chance sur 2 d'hériter de ce super gène.
enfin de cette super copie du gène, puisque on suppose que ma femme n'en avait qu'une sur ces 2 copies. Vous y êtes? Si on fait 2 enfants, là, on répète 2 fois l'expérience et on a une chance que ce gène soit transmis. Si on fait 69 enfants, ce qui est le record de fertilité pour une femme, donc chez l'homme, c'est le record de fertilité féminine. Je vous laisse méditer ce 69, c'est beaucoup. Là, il y a quand même beaucoup de chances que la génération suivante hérite de ça. En fait, plus une population est petite, plus on risque de perdre par hasard des formes des gènes qui sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai aussi pour les mauvaises formes des gènes. Parce que ça, c'est le problème quand vous faites un sous-échantillon. Voilà, vous avez une bille, une urne avec des billes, vous avez 5 billes de 5 couleurs différentes. Si vous en tirez 4, vous allez perdre une couleur. Ok ? Si dans cette urne, vous tirez 18 fois avec remise, vous allez choper toutes les couleurs de l'urne. L'idée, c'est que dans les petites populations, on finit par perdre de la diversité. Alors, c'est très important parce que... je vais d'abord vous donner des exemples. Puis après, je vous montrerai en quoi c'est important dans le contexte actuel d'extinction des espèces. Alors, mon premier exemple, c'est l'histoire de la Finlande. En Finlande, la population actuelle a subi une expansion en 10 000 ans, donc en 2000 ans, on compte que c'est une centaine de générations, à partir de 5000 personnes qui sont arrivées, lorsque les glaces sont remontées, quand c'est devenu colonisable, sont arrivées en Finlande, et ces 5000 personnes arrivées il y a 2000 ans ont engendré une population de 2 100 000 personnes. Donc, oui, ils se sont reproduits beaucoup. Mais ces individus-là, c'était un tout petit échantillon de la population européenne. Et en fait, les gènes qu'ils ont amenés en Finlande sont un tirage qui est trop petit pour représenter toute la diversité génétique qu'on a en Europe. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que, par exemple, il est arrivé très peu de gens porteurs du gène de la mucoviscidose. La probabilité de porter le gène de la mucoviscidose, là-bas, est 4 fois moins grande que dans le reste de l'Europe. Parce que dans les fondateurs, il y avait très peu de gens qui étaient porteurs de ce gène, qui, je vous le rappelle, est un gène qui ne fait pas que des bonnes choses aux gens qui ont 2 copies de ce gène, puisque la mucoviscidose est quand même une maladie extrêmement handicapante. Bon. Inversement, dans les fondateurs, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des maladies totalement bizarres. Et ça, c'est ce qui explique ce qu'ils appellent là-bas la pyramide de Perentipua. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui parlent finlandais dans la salle, parce que je viens d'escamoter le nom. C'est que quand on regarde au cours du temps le nombre de maladies génétiques décrites en Finlande, il y a une marche chaque année. Chaque année, on en découvre 1, 2 ou 3. Alors, c'est des maladies génétiques absolument atroces, qui sont des maladies du métabolisme, des maladies aussi où, quand on touche quelque chose, la peau se décolle de ce qu'il y a en dessous. Enfin, c'est des maladies vraiment bizarres qui sont surreprésentées en Finlande. C'est un vrai laboratoire de maladies humaines curieuses, dont certaines ne sont pas connues en Europe. Juste parce que dans les fondateurs, il s'est trouvé qu'il y avait des individus qui portaient cette maladie et qui ont beaucoup contribué à la descendance. Vous voyez, quand on échantillonne une population en plus petit, on n'a pas quelque chose de représentatif de toute la diversité qui était présente dans la population d'origine. On a donc des choses qui deviennent plus fréquentes et d'autres qu'on n'échantillonne pas ou qui deviennent moins fréquentes. Ça marche dans tous les sens. Et ça, c'est très important. On vous dit que sur les 50 dernières années, on a vu disparaître 30% des insectes. On vous dit que sur les 30 dernières années, on a vu disparaître 15% des oiseaux. Mais ce n'est pas des pourcentages des espèces. Et récemment, un collègue à moi qui nie l'extinction de la biodiversité, il me disait « Tu vois bien, il n'y a pas d'espèces qui ont disparu. C'est n'importe quoi, c'est des trucs de journalistes. » Mais réfléchissez. En fait, c'est des effectifs. C'est des nombres d'individus. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'extinction a commencé non pas en supprimant des espèces, mais en supprimant de la diversité génétique dans ces espèces, parce que comme elles deviennent plus petites, elles sous-échantillonnent, on y perd par hasard un certain nombre de traits génétiques qui étaient présents avant. Et alors on les perd, donc on a moins de diversité génétique à un moment où il en faut beaucoup pour avoir des chances de trouver le ou les individus qui peuvent s'adapter à un climat et un environnement qui changent. Bref, ce que j'ai voulu vous dire,
c'est que plus une population est petite, plus on a des chances de perdre des traits génétiques. Bénéfiques ou pas, neutres, mais plus on a de chances de perdre des traits génétiques. Et ça, c'est un des aspects de la réduction de biodiversité actuelle. C'est pas que c'est des espèces qui disparaissent, c'est qu'elles deviennent moins diverses génétiquement parce que justement, elles subissent ce mécanisme qu'on appelle la dérive et qui est un processus qui perpétuellement, dès qu'une population n'est pas infinie, et donc dans toutes les populations, va retirer de la diversité au cours du temps. D'autant moins que la population est grande, mais toujours au moins un peu. Il y a toujours de la dérive, simplement quand la population est très grande, ça prend plus de temps pour voir disparaître une forme génétique. Donc là, le hasard a fait beaucoup de choses déjà. Vous voyez qu'il a créé de la diversité par mutation, par combinaison entre les traits génétiques des parents, et puis aussi des pertes par hasard. C'est pas fini. Parce que le vivant, il n'est pas fait que de gènes, et il n'est pas fait que d'espèces qui contiennent des gènes, il est aussi fait de groupes d'espèces. Alors, je vais vous présenter un groupe d'espèces. Alors, il était dans la salle, je ne sais plus, il est là. Ce groupe d'espèces qui est là, donc qui est avec un t-shirt bleu, c'est quand même un groupe de 2500 espèces. Hein. Vous ne les voyez pas? Alors non, vous ne les voyez pas parce que c'est des microbes. Alors je suis désolé de vous être tombé dessus et de vous avoir tiré de la douce torpeur du début de l'après-midi, mais en fait, j'aurais pu prendre n'importe qui. Nous sommes des os de microbes. Vous savez, on vous parle beaucoup du microbiote. On vous dit que vous en avez sur la peau, et on vous dit qu'il ne faut pas utiliser de savon bactéricide pour ça. On vous dit que vous en avez dans le tube digestif, les femmes en ont dans le vagin. On en a en fait sur toutes les surfaces et dans toutes les cavités de l'organisme. Et on découvre de plus en plus leur rôle, des rôles qui, dans le tube digestif, nous aident à digérer, des rôles qui, un peu partout, empêchent, et c'est un des rôles majeurs d'ailleurs du microbiote du vagin, empêchent l'installation des pathogènes. Des rôles aussi plus compliqués, des rôles où ils émettent des molécules qui influent sur nous et influent sur, quand on est jeune, le développement du système nerveux, influent quand on est plus âgé sur la mise en réserve, la façon dont notre métabolisme utilise les ressources alimentaires, influe aussi sur notre système nerveux, son développement dans l'enfance, mais aussi son fonctionnement à l'âge adulte. Il y a même un certain nombre de microbes qui sont capables d'augmenter les performances cognitives ou encore d'augmenter le bien-être, ou en tout cas la résistance au stress. Alors comme on ne sait pas leurs effets secondaires, on essaie de ne pas trop les mettre dans le commerce, sauf aux États-Unis, où on les a mis dans le commerce déjà, mais en fait on ne sait pas très bien ce qu'ils font d'autre en plus, donc pour l'instant c'est un petit peu... Bon, les Américains sont en train d'essayer pour nous, tout est bien, et c'est vrai que c'est des fois un peu bizarre, parce qu'effectivement ils ont ce trait positif d'un côté, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font de l'autre. Bien. Donc en fait, aujourd'hui, quand je dis je suis appuyé dans mon fonctionnement, dans ma façon d'être, dans ma performance physiologique, dans mon état d'âme, je suis en partie influencé par ces microbes. C'est donc des choses qui sont vitaux pour nous. Mais d'où ils sortent ces microbes? Et d'où vient que maintenant on en ait besoin pour faire des trucs aussi simples que digérer ou développer un système nerveux? Enfin, aussi simple. D'où ça vient, ça? Ça vient d'un double hasard. Le premier hasard, c'est le hasard des rencontres. À un moment, on croise la trajectoire d'un microbe, et il ne se passe rien. C'est ce qui se passe la plupart du temps quand vous croisez un microbe sur un bureau ou en inhalant de l'air qui en contient plein. Ces microbes, c'est quoi? C'est des bactéries, c'est des champignons unicellulaires, ça peut être des virus aussi. Alors justement, des fois, il se passe une catastrophe. On en a croisé un il n'y a pas longtemps qui vous a défiguré. Puisque la plupart d'entre vous, il leur manque une moitié de la figure. Et d'ailleurs, c'est bien. J'ai revu la situation actuelle. Voilà. Et puis, des fois, ils nous rendent service. Mais ne vous leurrez pas. Tous ces microbes qui sont vraiment utiles dans notre fonctionnement, ils n'ont pas forcément été utiles dès le début. Alors, qu'ils soient utiles, ça c'est sûr. Parce que pour le coup, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies humaines, modernes, qui sont en pleine explosion, sont dues au manque de microbes. Les maladies du système immunitaire comme l'asthme, l'allergie où le système immunitaire surréagit. Les maladies du
système immunitaire où au contraire le système immunitaire commence à attaquer l'organisme. La maladie de Crohn, la sclérose en plaques, où le système immunitaire commence à faire des bêtises dans l'organisme. Donc ces maladies du système immunitaire d'une part, les maladies du métabolisme, les diabètes, l'obésité, et puis les maladies du système nerveux, soit des maladies tardives, Parkinson, Alzheimer, soit des maladies précoces comme l'autisme. Et je dis bien que c'est une maladie. Un jour, je me suis fait agresser sur Internet. On m'a dit non, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie. Bon, c'est pas quelque chose qui aide à vivre confortablement. On n'est pas en train de parler de normal, pas normal. On est en train juste de parler du confort de vie. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'autisme pose des problèmes à ceux qui en sont porteurs. Or, aujourd'hui, c'est un enfant sur 160 qui est atteint de formes plus ou moins pénétrantes d'autisme. Et on compte que, certes, la détection est meilleure, mais elle n'explique qu'un tiers de cette augmentation. Une augmentation d'un facteur 3 en 10 ans. 10 en 30 ans. Donc, vous voyez, on est sur, ici, des maladies qui sont en pleine explosion, qui sont très handicapantes, et en fait, ces maladies, pour toutes les maladies que je vous ai indiquées, les gens qui sont malades ont une diversité microbienne, notamment dans leur tube digestif, qui est moins grande. Il manque des bactéries. Et à force de retirer des espèces, eh bien, à un moment, on retire une ou plusieurs espèces qui remplissaient une fonction, et cette fonction n'est plus remplie. Pour toutes ces maladies, on a des études cliniques, alors purement cliniques, n'allez pas faire ça chez vous, sur un coin de table, où on administre à des gens qui ont ces symptômes des microbes, un microbiote d'individus sains, et on voit que les symptômes régressent. Alors, c'est compliqué parce que quand c'est des maladies développementales comme l'autisme, eh bien là, vous avez un effet qui va durer parce que vous avez agi sur le développement. Quand c'est des maladies de l'âge mûr, des maladies fonctionnelles, souvent en fait la maladie revient à son état initial, tout en même temps que les microbes commencent à dériver vers l'état appauvri du microbiote qui caractérise la maladie. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des causes génétiques et environnementales et que donc ces maladies ont des causes complexes. Mais parmi elles, il y a le microbiote et ça révèle que le microbiote, il est au cœur de notre système immunitaire, il est au cœur de notre fonctionnement, de notre comportement et de notre système nerveux, il est au cœur de notre métabolisme, il révèle à quel point profondément il est présent. Alors pourquoi il s'est rendu nécessaire ? Il faut que vous compreniez une chose, c'est que le fait de coexister avec n'importe quoi, quelque chose qui est déjà bénéfique par ailleurs, quelque chose qui est juste là, et puis voilà, quelque chose qui est un parasite, le fait d'être tout le temps avec lui, c'est-à-dire de génération en génération, ça va entraîner le mécanisme suivant. À un moment, s'il y a un trait que vous partagez avec cet organisme, s'il est toujours là, il peut arrêter de le faire lui ou vous de le faire. Il y a toujours quelque chose qui le fera. C'est ainsi que l'essentiel de notre sérotonine, qui est quelque chose de très important dans le fonctionnement du système nerveux et qui est associé en partie au bien-être, est à 80% fabriqué par nos microbes. Ils en fabriquent plein, donc c'est pas la peine d'en fabriquer nous. Vous y êtes ? Et donc on voit régresser des fonctions parce que l'autre le fait. Et là, vous créez de la dépendance. Alors qui perd le trait ? Ça, c'est un peu, je pense que c'est le hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un trait, une capacité qui est remplie par deux organismes qui coexistent et d'une façon qui permet de partager ce trait. Eh bien, qui le perd, c'est un peu le hasard, mais à la fin, l'un est lié à l'autre. Et comme on répète ça pour plein de traits, non seulement on finit par être lié à plein d'organismes, mais en plus, avec chaque organisme, on finit par avoir un lien qui repose sur le partage de plusieurs traits, sur plusieurs interactions. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est théorique ton truc là. Le yaourt. Revenons au yaourt. Faisons simple. Le yaourt, vous savez qu'il y a 2 bactéries dans le yaourt. Sinon, ça ne s'appelle pas yaourt, ça s'appelle crème laitière ou dessert lacté, ou bifidus. Quand c'est du yaourt, il y a un streptocoque et un lactobacille. Et ils sont toujours ensemble. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas un qui se développe, ne fût-ce qu'au détriment de l'autre ? Pourquoi sont-ils toujours ensemble ? Eh bien, c'est que ces organismes-là ont de très très longtemps été ensemble. Et en fait, l'utilisation du sucre du lait, le streptocoque est capable de le faire. Il fermente et il produit de l'acide lactique et des choses comme ça, qui donnent le goût du yaourt. Mais le lactobacille qui est avec lui n'en est plus capable. Lactobacillus bulgaricus, contrairement à son nom de lactobacille, il n'est plus capable de fabriquer de l'acide lactique. Par contre, il sait attaquer les protéines, couper les protéines du lait en petits morceaux, ce qui donne des acides aminés dont les 2 bactéries ont besoin. Mais le streptocoque, lui, n'a pas
la capacité de faire ça. N'a pas ou n'a plus, d'ailleurs. Parce que moi, je connais des streptocoques qui ne vivent pas dans le yaourt et qui savent très bien faire ça. Ben ouais, à force d'être tous les deux ensemble, c'est deux éclopés qui s'entrappuient l'un sur l'autre. Un qui ne sait pas se nourrir de protéines et l'autre qui ne sait pas se nourrir de sucre. Et à deux, ils arrivent à faire leurs petites affaires. Et évidemment, aucun des deux ne peut prendre après d'avance sur l'autre, puisqu'il a besoin de l'autre. Vous avez créé de la dépendance, avec des pertes un peu aléatoires liées aux redondances. Donc le vivant est fait d'associations entre espèces, et ces associations viennent au gré des rencontres, parmi lesquelles certaines deviennent un peu par hasard des dépendances nécessaires et des associations verrouillées par une dépendance réciproque. Alors quand on arrive là, on a vu que le hasard faisait de la nouveauté, on a vu par mutation et par combinaison. On a vu que le hasard faisait perdre une partie de cette nouveauté, ce qui s'oppose au générateur. La diversité ne va pas forcément augmenter parce qu'on perd des aspects. Et puis finalement, on a vu aussi qu'on s'associait au hasard et que ça, un peu par hasard, ça aboutissait au fait que aucune espèce ne peut se croire autonome. L'autonomie, c'est un mythe. Et là, vous allez me dire, bon, c'est réglé. Le vivant, c'est le hasard. Et on n'a toujours pas résolu le paradoxe de départ. Pourquoi cette chambre a-t-elle été rangée ? Évidemment, un coup de vent ne peut pas ranger une chambre, c'est sûr. Mais clairement, l'évolution a fait le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, on ne peut pas le faire par hasard. On ne peut pas le faire par hasard. L'idée, c'est que dans tout ce qui apparaît par hasard et n'est pas perdu par hasard, il y a ce qui marche un peu, ce qui marche beaucoup et ce qui ne marche pas beaucoup. Et ce qui ne marche pas beaucoup fait moins de descendants que ce qui marche un peu. Et ce qui marche un peu fait moins de descendants que ce qui marche beaucoup. Et quand vous faites des descendants, vous leur transmettez ces traits. Donc tout au moins, vous avez une bonne probabilité, une chance sur 2 par descendant pour vous, de transmettre les traits qui ont fait votre réussite. Vous y êtes ? Et ça s'appelle la sélection naturelle. Exemple classique, certains vont sourire qui sont profs de bio et qui connaissent déjà ces exemples. Exemple classique, dans l'Angleterre polluée du 19e siècle, la pollution détruit les lichens. Et les troncs qui, couverts de lichens, sont grisonnants, deviennent noirâtres, la couleur spontanée de l'écorce des hêtres. Et alors que la phalène du bouleau, un petit papillon qui de jour se repose sur les troncs d'arbres, avait avantage à être grise parce qu'elle était ainsi camouflée par mimétisme avec les lichens, comme elle est grisâtre, sur les troncs noirs, elle est très visible et les mutants noirs commencent à envahir la population. Mutation qui n'était pas possible avant parce que quand vous êtes noir sur un lichen, ça fait comme une tache. Et le problème, c'est que il y a des oiseaux qui traînent et qui essaient de les bouffer et qui essaient de les voir. Donc, vous changez le décor et vous voyez apparaître, vous voyez un avantage brutal pour ceux qui sont noirs, alors qu'avant, il y avait un avantage pour ceux qui étaient grisâtres et qui se confondaient avec les lichens. Voilà un exemple de cette sélection. Et vous voyez que ça dépend du milieu. Quand la règle change, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat. Mais clairement, il y en a qui sont adaptés, d'autres pas. Et ceux-là font plus de descendants qui présentent souvent, la plupart du temps, les caractères des parents et qui amplifient la présence de ces caractères. Ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est absolument directionnel. Si vous voulez vous déplacer dans l'air, vous arrivez à l'aile. Si vous voulez vous déplacer dans l'eau, vous arrivez à la nageoire. D'ailleurs, l'aile est apparue chez les insectes, les chauves-souris, les oiseaux, les ptérosaures. La nageoire, les poissons l'avaient. Bon, quand ils se sont hissés sur la terre ferme, nos ancêtres les ont transformés en bras et en jambes, mais ceux de leurs descendants qui sont retournés dans l'eau, comme les baleines, ont retransformé ça rapido en nageoire, comme les plésiosaures ou les baleines. Oui, en fait, ça s'appelle l'évolution convergente. Et ça nous raconte que chaque fois il y a une opportunité de s'adapter à une chose, on va arriver au même résultat. Et ça, c'est tout le contraire de la marque du hasard. L'homme a à plusieurs reprises domestiqué les bovidés, les bovins, les vaches. Et dans beaucoup de populations, on s'est mis à les traire pour avoir du lait. Les adultes, chez tous les mammifères et chez les hommes de toutes les populations, sauf celles qui traient leurs vaches, ne digèrent pas le lait à l'âge adulte. D'ailleurs, même dans les populations où on a du lait, tout le monde ne digère pas le lait à l'âge adulte. Ça, c'est très ancien. Mais le fait d'avoir du lait dans l'environnement, qu'au début on destinait aux enfants ou bien dont on faisait du fromage,
Ça a sélectionné la capacité de digérer le lait à l'âge adulte, et je vous le donne en mille. Chez les 4-5 populations africaines qui ont domestiqué des vaches et qui en plus en ont fait du lait, eh bien on est entre 50 et 90% d'individus capables de digérer le lait à l'âge adulte. En Europe, on est aussi, alors en Suède on est à 80%, en France on est plutôt à 50%, mais c'est lié à une immigration à partir d'endroits où on n'élevait pas de vaches, donc voilà. Mais on est à de très hauts niveaux de digestion du lait à l'âge adulte. Et quand on déterre les os des tout premiers qui ont domestiqué des vaches et qu'on essaie de regarder génétiquement s'ils étaient capables de digérer le lait à l'âge adulte, non, ils n'étaient pas capables. Voilà. Nous aussi, on a été sélectionnés des fois. Et ce qui est beau, c'est qu'on retrouve que l'espèce humaine a été aussi sélectionnée de la même façon chaque fois qu'elle était soumise au même problème. Chaque fois que des gens à peau noire sont remontés au nord, leur peau est devenue plus claire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de risque d'attraper des ulcérations, des maladies et voire des cancers de la peau parce qu'il y a moins de soleil. Et par contre, il faut que la lumière rentre dans la peau pour aider à fabriquer la vitamine D. Et dans les pays du nord de l'Europe, les individus à peau noire sont obligés de prendre des pilules, des injections de vitamine D régulièrement parce qu'ils ne sont pas adaptés. Et donc, si vous voulez, il y a comme ça des histoires qui touchent même l'homme, où on voit très bien qu'à problème identique, solution identique, on voit très bien que la sélection, c'est un espèce de un petit rabot qui, de façon obsessive, de génération en génération, va toujours dans la même direction. Le hasard, lui, il crée n'importe quelle mutation, il crée n'importe quelle combinaison, il perd ou il garde n'importe quoi quand les populations sont petites. Mais toujours en ligne de fond, il y a un petit avantage à celui qui digère mieux le lait, à un membre qui lui permet d'appuyer plus sur l'eau et de nager plus vite, ou d'appuyer plus sur l'air et de voler plus vite. Toujours obsessionnellement, il y a ce petit coup de rabot qui, à chaque génération, affine la fonction, crée de l'adaptation et taille dans le colossal bordel organisé par le hasard des formes qui sont toujours les mêmes en réponse aux mêmes problèmes, qui sculptent donc un univers où le hasard propose et la sélection dispose. Voilà. Merci Monsieur Sellos pour cette présentation. On va tout de suite passer aux questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors justement, j'ai une question. En fait, vous parliez de sélection naturelle. Que pensez-vous maintenant, en fait, de tous les clonages des animaux, en fait, ce qui se passe en ce moment? Ça devient presque en fait normal dans certains cas, et c'est justement anti-sélection naturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est... Alors là où vous avez raison, c'est que le clonage, je ne suis pas sûr que c'est si répandu que ça chez tous les animaux, mais je vous dis, il est très répandu quand vous bouturez de la vigne. Après tout, on sait par exemple que le savagnin était déjà cultivé en Europe parce qu'on a retrouvé des pépins de savagnin, génétiquement de savagnin, en l'an 1100. Donc les clones, on connaît bien chez les plantes. Donc les clones sont ni hors nature, ni hors agriculture. Après, on va pouvoir discuter est-ce qu'ils sont pertinents ou pas. Mais vous avez vu que donc il y a des pratiques, notamment sur le végétal, qui clonent, c'est-à-dire qui propagent le même individu. L'intérêt, c'est que quand vous faites un pépin dans la vigne, ce pépin, il a tiré du grain de pollen et du pied mère, des gènes au hasard, et donc il n'est pas comme le produit de départ. Cloner, c'est maintenir une combinaison de gènes, et si vous avez à un moment un individu bien adapté, vous le maintenez comme ça. Alors que si vous le faites faire des enfants, il y a des chances que les enfants, ils n'aient pas forcément les mêmes qualités. Tous les gens intelligents ne donnent pas des enfants intelligents, tous les gens doués manuellement ne donnent pas des enfants doués manuellement. Vous y êtes. Donc le problème de cet assortiment, c'est que vous perdez ce qui est adapté à un moment. En termes de combinaison, je veux dire. Pour retenir certains des gènes, mais vous perdez la combinaison. Donc cloner, et surtout bouturer pour le végétal, c'est garder la combinaison intéressante. Donc c'est pas bête. D'ailleurs, la nature le fait, ça. Vous savez, il y a beaucoup d'arbres qui sont capables de faire des petits bourgeons sur leurs racines, et puis ces bourgeons se développent, et finalement, quand ils sont développés, ça fait un autre arbre qui est génétiquement identique. Il y a sur 44 hectares au Canada, il y a une population de Populus tremuloides, un peuplier local, qui est faite d'individus tous génétiquement identiques. Voilà. Donc, dans la nature aussi, ça arrive. Le problème, c'est que
cette combinaison-là, génétique, si vous êtes un pathogène, vous allez petit à petit vous adapter, parce que vous variez, vous faites de la reproduction en faisant des petits qui sont différents, vous allez vous adapter à ça, et à un moment, quelque chose qui n'a pas varié commence à avoir beaucoup de maladies qui lui sont adaptées, parce qu'il a, de génération en génération, sélectionné dans la même direction les adaptations des pathogènes. Et ces trucs-là finissent en envahis de maladies. Donc dans l'évolution, ils ont un succès immédiat, et puis après, ça s'effondre, et les groupes dans lesquels il y a de la multiplication qui donne des descendants identiques aux parents sont des groupes qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup d'individus, mais ils ne sont jamais vieux. Ils finissent par collapser à cause des emmerdes que leur posent leurs herbivores, leurs bactéries pathogènes, leurs virus. Voilà. Et donc, ça peut être bien à un moment d'avoir des clones, mais je pense qu'une solution intéressante, c'est de mélanger plusieurs clones sympas, en termes de performance, de façon à avoir de la diversité, et de changer le mélange au cours du temps, de façon à cumuler l'intérêt d'une sélection de variétés homogènes, dont on connaît les performances, et l'intérêt d'avoir des mélanges au champ, à la façon ancienne de ce qui se passait quand les paysans ressemaient leurs propres graines, qui n'étaient pas génétiquement identiques entre elles. Pour moi, sincèrement, il ne faut pas opposer l'extrême variation avec l'extrême homogénéité, il faut faire son miel des deux. Voilà mon avis pour l'agriculture de demain. Et cela dit, il vaut mieux garder des populations en sélection massale, pour être technique un instant, de toute façon avoir un réservoir de diversité dans le dos pour sortir ces variétés homogènes et intéressantes par ailleurs. Des réflexions un peu vertigineuses. Si on va par là, et si je me rappelle ce que vous avez évoqué, plus le patrimoine génétique est étendu, plus la capacité à faire face et à s'adapter est haute. Est-ce que ça veut donc dire que, par exemple, sur le continent européen, qu'on aurait tendance à vouloir aujourd'hui plutôt fermer, cette absence d'ouverture risquerait à terme de nous condamner à être plus sujets aux maladies et peut-être même une certaine forme de régression intellectuelle? Alors la régression intellectuelle, c'est de l'évolution culturelle, et dans la revue Espèces, dont j'ai l'honneur d'être un des éditeurs, là pour le coup c'est moi qui l'ai écrit, j'ai publié un article dans le numéro 40, qui est le numéro anniversaire qui est sorti récemment en librairie. J'ai publié un article pour essayer de bien rappeler les parallèles qu'il y a entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique. Mais je vous propose que nous n'entrions pas sur le parallèle, qui effectivement va dans le sens que vous dites. Aujourd'hui, nous, en Europe, on a quand même une population qui est assez grande et diversifiée, donc même si on fermait les portes, le problème ne serait pas un problème génétique. Le problème, c'est que je ne connais pas de civilisation qui ait fermé les portes. La caractéristique, si vous voulez, des civilisations qui ont construit le Limes ou la muraille de Chine, c'est que maintenant, ceux qui étaient censés être maintenus à l'extérieur, ils sont dedans. D'accord ? Donc, je ne crois pas qu'on puisse empêcher le mélange en biologie et en histoire. Mais revenons vraiment au fait. Ce qui compte en termes d'adaptation, c'est de produire des variants. Alors, pas une vitesse qui fait que chaque organisme va finir par avoir une mutation qui n'est pas bonne, mais d'avoir assez de variants pour s'adapter. Et ça renvoie tout de suite au nombre d'individus dans la population. Chaque individu a une probabilité fixée de donner un descendant qui sera un peu différent, et bien vous aurez d'autant plus de descendants différents que vous aurez d'individus dans la population. Et ça débouche tout de suite sur une chose d'actualité. Si on ne vaccine pas le Sud, il y aura beaucoup de virus en circulation et on augmentera la probabilité qu'il y ait des résistances aux vaccins qui apparaissent. Il faut vacciner tout le monde. La stratégie de Boris Johnson, c'est une stratégie de taré, et je mesure mes mots à la lettre près, c'est une stratégie de taré. C'est une stratégie qui est sanctionnée par le variant Delta. Point. En plus, il n'y a pas eu de variation, il n'y a pas eu de variabilité sur le vaccin utilisé, donc c'est pas de chance, parce que ce n'était pas le bon vaccin pour le variant Delta. Donc, si vous voulez, le truc, c'est qu'on a dans l'actualité une application de ça. Si on ne réduit pas la taille des populations de pathogènes, on augmente le risque que ces pathogènes finissent par trouver la parade. La parade a une stratégie vaccinale ou encore, en d'autres méthodes de lutte, à un médicament qu'on utilise. Et je vais vous dire plus, au risque de chagriner certains d'entre vous. Une des façons d'éviter qu'il y ait beaucoup de variants, c'est aussi de limiter le nombre de générations de virus qui va s'écouler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Parce que le nombre de générations, à chaque génération, vous recommencez à avoir une probabilité qu'il y ait des mutations. Il faut se vacciner vite. Je rappelle que quand on n'est pas vacciné, on a 12 fois plus de chances de contaminer quelqu'un que quand on l'est.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas ce propos, mais il me tient à cœur. Tout ce que je peux vous dire de ce que je sais de biologie, c'est de vous supplier de convaincre les gens d'y passer avant la fin août. Une petite remarque et 2 questions. Vous avez dit à propos de l'autisme que la fréquence maintenant c'était de 1 sur 160. Il y a une étude assez récente, je ne sais plus si elle est canadienne ou américaine, qui disait que c'était entre 1 sur 60 et 1 sur 80. Oui, ils sont en avance sur nous. Oui. La deuxième question, c'est que... Vous avez tout à fait raison. Hein. Chez eux, la tendance est encore plus prononcée, mais nous, en fait, on suit la tendance avec un peu de retard, comme pour l'obésité. Une question, c'est qu'est-ce qui explique que, par exemple, l'être humain a à peu près 25 000 gènes, et le riz, par exemple, ou des choses comme ça, ont beaucoup plus de gènes? Le nombre de gènes ne prédit pas le nombre de fonctions. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est que, selon votre niche écologique, vous avez besoin d'un certain nombre de fonctions, et vous allez pouvoir les faire soit en faisant un gène par fonction, soit en faisant un gène qui peut remplir plusieurs fonctions. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais un gène peut, par des bidouillages, donner plusieurs protéines. Donc, il y a encore un truc qui est neutre, là. C'est qu'il y a plein de façons de faire 100 000 fonctions, qui vont de 100 000 gènes à 1000 gènes avec des bidouillages dans la façon de les travailler. Donc notre diversité de fonctions embarquées en tant qu'organisme ne dépend pas de notre nombre de gènes. Et c'est comme ça qu'on arrive à des trucs qui sont ridiculement simples, comme une fritillaire, et qui ont un génome qui est plusieurs milliers de fois plus gros que le nôtre, alors que, dit, pour une espèce de tulipe à tête inclinée, puisque c'est à ça que ressemble une fritillaire, on n'a pas besoin de tant de gènes que ça. Oui, c'est juste une autre façon de s'organiser. Très bien, merci pour ces questions et ces réponses. Encore merci à Monsieur Sellos. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Les associations entre vivants se font-elles au hasard ? On a vu le hasard finalement est partout dans le vivant. Il crée de la nouveauté, il crée des associations. Le monde qui nous entoure finalement est plein de hasard de ce point de vue-là. Il crée aussi de la pluralité. Et dans le cas qui nous occupait aujourd'hui en particulier, dans le cas des associations entre vivants, des symbioses finalement, il y a une création de dépendance réciproque car un des organismes tend à perdre finalement de manière aléatoire la fonction qu'il portait finalement de manière singulière avant. Or, on l'a vu lors de cette présentation, cette perte n'est pas du tout anodine, car si la perte des traits se fait entre 2 organismes par hasard, l'apparition de ces structures après se maintient et elle ne se fait pas du tout par hasard. On l'a vu, quand il y a adaptation, on a une sélection de plus en plus optimum des traits les plus efficaces et finalement ça va vers une perte de la diversité. Finalement, en fait, l'évolution a un mécanisme convergent. Donc finalement, cette présentation de Marc-André Sellos, à mon sens, permet indirectement de réengager la question assez connue en philosophie de la biologie, qui est la question de l'individu en biologie, finalement, et de 2 points de vue. D'abord, d'un point de vue des organismes, quand on a une symbiose, si je ne peux pas vivre sans mon microbiote intestinal, est-ce que je suis un individu et mes microbes en sont d'autres, ou est-ce que finalement je ne suis pas qu'un seul individu ? Et de la même manière, si finalement je ne peux être sélectionnée dans le cadre de la sélection naturelle que grâce à certains traits, est-ce que finalement ces unités de sélection ne constituent pas des individus aussi en tant que tels ? Finalement, il s'agirait peut-être encore une fois de voir dans quelle mesure est-ce que la vision de l'échelle finalement du hasard joue. On l'avait vu aussi dans les présentations de Jean-Jacques Kupiec et de Andras Paldi que vous pourrez trouver en ligne sous peu. Merci beaucoup.